1er février 1979. L'avion de ligne se pose sur le tarmac de Téhéran. Rouhollah Khomeini descend les marches. 6 millions de personnes s'entassent dans les rues pour l'accueillir. La foule hurle son nom. Le peuple attend la fin de la corruption et le retour de la justice. Mais une question se pose. La révolution allait-elle vraiment libérer l'Iran? Personne ne l'imaginait alors. Mais en réalité, la libération n'était qu'un mirage. Le changement est brutal. Très vite, les sourires sur les photos d'archives disparaissent. Le nouveau pouvoir installe ses propres règles. La foi ne sert plus à prier. Elle devient un outil de contrôle. Les tribunaux révolutionnaires s'installent dans les bâtiments officiels. Les procès durent quelques minutes. Les exécutions commencent à l'aube. Mais ce n'était que le début. À l'image, des murs recouverts d'affiches de propagande. On voit des miliciens patrouiller dans chaque ruelle. Ils surveillent les vêtements, les regards, les conversations. L'espoir des premiers jours s'efface devant une paranoïa d'État. Les anciens alliés du régime et les opposants sont arrêtés. Les prisons se remplissent en quelques semaines. La situation a empiré. L'Iran change de visage sous les yeux du monde entier. Ce qui devait être une renaissance se transforme en une machine de guerre idéologique. Le pays s'isole derrière des frontières de certitude. Une nouvelle ère de fer commence. L'histoire s'est arrêtée là pour la liberté. 24 septembre 1902. Rouhollah naît dans la petite ville de Khomein, au cœur d'une région pauvre et conservatrice du centre de l'Iran. À cette époque, la dynastie Kadjar dirige le pays. C'est une monarchie faible. Le pouvoir central s'effondre. Qui dirigeait réellement? Pas le Shah. Dans les provinces, les propriétaires terriens, les chefs de tribus et les milices armées font la loi. La justice est un concept variable. Elle dépend de la force brute. La violence est la seule monnaie d'échange quotidienne. Son père, Sayed Mostafa Khomeini, est une figure religieuse locale. Il refuse de se soumettre. Il dénonce les abus des grands propriétaires et défend les paysans exploités. Il devient une cible. Début 1903. Rouhollah n'est encore qu'un nourrisson. Son père voyage près de Khomein quand il tombe dans une embuscade. Des tirs éclatent. Sayed Mostafa s'écroule, mort. Les assaillants ne sont pas des bandits de passage. Ce sont des hommes liés aux élites locales. Ils voulaient éliminer une influence gênante. Sur les lieux du crime, on ne trouve aucune trace de justice. Les coupables ne seront jamais punis. Le système protège les siens. Pour la famille Khomeini, le message est clair. Le pouvoir est une arme sélective. Mais ce n'était que le début. À la maison, l'atmosphère est lourde. La peur se mélange à une colère froide. Sa mère, Hajar, et sa tante Saeba élèvent l'enfant. Elles ne le laissent pas oublier. Chaque jour, elles lui racontent la fin de son père. Elles utilisent un mot précis, martyr. À l'image, un enfant qui écoute des récits de sang et d'honneur. Pour le jeune Rouhollah, la mort change de sens. Elle n'est plus seulement une fin tragique, elle devient un acte politique et religieux. Mourir pour une cause est la forme ultime de la victoire. La situation a empiré. L'Iran plonge dans le chaos. Le pays subit des famines répétées. La Grande-Bretagne et la Russie interviennent militairement sur le territoire pour piller les ressources. À Khomein, les étals sont vides. La faim et les maladies tuent plus que les balles. Dans les rues poussiéreuses, on voit la misère. L'éducation est un luxe rare. La survie est l'unique priorité. Le confort n'existe pas. Rouhollah grandit dans ce climat de privation et de ressentiment envers l'étranger. L'histoire s'est arrêtée là pour son enfance, mais les cicatrices étaient déjà profondes. 6 ans. C'est l'âge où Rouhollah se retrouve seul face au monde. À cet instant, sa famille immédiate n'existe plus. Elle a été effacée par la maladie et le temps. Pourquoi un adolescent devient-il insensible à la douleur? La réponse tient en 2 dates. En 1917, sa tante Saeba meurt. 1 an plus tard, en 1918, sa mère Hajar succombe à son tour. Le cercle familial est brisé. À 16 ans, Rouhollah est un orphelin sous la tutelle de parents éloignés. Mais le choc psychologique est définitif. À l'image, des clichés d'archives montrent des visages fermés, des vêtements sombres et un sol aride. La mort et l'injustice deviennent son quotidien. Ce n'est plus un événement exceptionnel, c'est une norme. Ces années de deuil forgent une mentalité d'acier. Il observe une chose simple, la souffrance peut se transformer en force morale. Il comprend que celui qui endure la douleur finit par obtenir un droit de vie ou de mort sur les autres. Mais ce n'était que le début. La violence change de nature à ses yeux. Il ne cherche pas à l'éviter.
Il commence à la percevoir comme un levier pour modifier le cours de l'histoire. Pour lui, le sang versé est une méthode pour punir les ennemis et asseoir une vérité. On voit alors son parcours changer de trajectoire. Ruola intègre des écoles religieuses locales, puis rejoint des centres plus importants. Dans un pays en plein chaos, la religion apporte un cadre et des certitudes. Surtout, elle apporte le contrôle. Dans les provinces où l'État est absent, les membres du clergé règnent. Ils sont respectés, ils sont craints. On leur obéit sans discuter. Le jeune Ruola enregistre chaque détail. À première vue, un simple étudiant en théologie, mais en réalité, un homme qui analyse les mécaniques de la domination. Il remarque que l'autorité religieuse n'a besoin ni d'élection, ni de code civil. Elle commande la loyauté absolue par la foi et la peur. Le pouvoir n'est plus une question de politique, mais une question de soumission divine. L'histoire s'est accélérée à partir de ce constat. 1920, l'Iran s'effondre. La corruption ronge les institutions tandis que les puissances étrangères se partagent les ressources et le commerce. Le gouvernement central ne protège plus personne. Les infrastructures tombent en ruine. Pourquoi ce chaos? Pour de nombreux clercs, la réponse est simple. Le pouvoir séculier et l'influence de l'Occident ont détruit le pays. Ruola observe cette agonie. Il absorbe chaque grief. Pour lui, la souffrance de l'Iran est la preuve irréfutable d'une dérive. La société a abandonné le contrôle religieux strict. Il voit une nation qui a perdu son âme au profit de l'étranger. Au début des années 1920, il change de décor. Il s'installe à Qom. C'est le centre névralgique de l'enseignement religieux en Iran. Mais Qom n'est pas qu'une ville de prière, c'est une usine. On y forme les futures autorités capables d'influencer des régions entières. En entrant à Qom, Ruola ne choisit pas seulement l'étude, il choisit le pouvoir. Il étudie le droit islamique. Il maîtrise la grammaire arabe, la théologie et la philosophie. Ses professeurs sont les clercs les plus influents du pays. À l'image, on voit un homme rigide, le regard fixe. Il est discipliné, il est intense. Il ne socialise pas, il évite l'humour. Son quotidien se résume à 3 piliers. Une croyance de fer, des règles rigides et une obéissance absolue. Dans les années 1930, il franchit une étape. Il commence à enseigner. Il a désormais ses propres étudiants. À première vue, un professeur calme et sérieux, mais en réalité, un idéologue aux positions radicales. Ses convictions privées sont extrêmes. Il considère les gouvernements laïques comme illégitimes par nature. Pour lui, laisser le peuple décider de son propre destin est une erreur fondamentale. Les élections, trop dangereuses. Les parlements, trop faibles. Il rejette les lois humaines. Il les juge inférieures aux lois divines appliquées par les clercs. Ruola veut un contrôle total. Les tribunaux, l'éducation, les comportements quotidiens, tout doit passer par le filtre de la religion. Le décor est planté. Nous sommes dans les années 1940. L'ambition est là, tapie dans l'ombre des salles de classe. La situation s'accélère. Janvier 1963. Le Shah lance la Révolution blanche. Ce n'était pas un choix. C'était une nécessité pour maintenir son trône et transformer l'Iran en puissance mondiale. Mohammad Reza Pahlavi voulait tout changer pour éviter l'explosion sociale. Son plan tenait en quelques points radicaux. Le Shah ordonne le démantèlement des immenses domaines fonciers. Il saisit les terres des riches propriétaires pour les redistribuer par petits lots aux paysans pauvres. Le programme impose l'éducation publique obligatoire. Il accorde le droit de vote aux femmes et les autorise à se présenter aux élections. Surtout, le pouvoir réduit drastiquement l'influence des tribunaux religieux. Sur le papier, l'objectif est clair, éradiquer la pauvreté et propulser le pays vers l'Occident. Mais la réalité est brutale. Les réformes frappent directement le clergé. Les mollahs perdent leurs terres, ils perdent leurs revenus, ils perdent leur autorité judiciaire sur la population. Les outils de punition traditionnels, comme les flagellations et les amputations, sont désormais contestés par l'État. Pour l'élite religieuse, c'est une déclaration de guerre. Ruhollah Khomeini réagit avec une violence verbale sans précédent. Il refuse de voir ces réformes comme une simple stratégie politique. À l'image, on voit les manifestations se multiplier dans les rues de Qom. Khomeini ne parle pas d'économie, il parle de foi. Pourquoi cette colère? Le Shah touchait aux racines de la tradition. Khomeini accuse ouvertement le souverain de détruire l'islam. Il affirme que le Shah corrompt la moralité de la société iranienne. Selon lui, le gouvernement n'est qu'un serviteur aux ordres des puissances étrangères, les États-Unis en tête.
À première vue, un plan de modernisation nécessaire. Mais en réalité, l'étincelle qui va embraser le pays. Khomeini transforme le débat social en une lutte sacrée. Il ne s'agit plus de terre ou de vote. Il s'agit de la survie de la religion face à un dictateur pro-occidental. Le ton monte. Les partisans du religieux commencent à s'organiser dans l'ombre. La rupture était désormais totale. Son obsession principale, le droit de vote des femmes. Selon lui, cette mesure allait anéantir l'ordre moral du pays. Ses sermons changent de ton. Ils deviennent plus violents, plus bruyants, plus publics. Juin 1963, c'est le mois sacré de Muharram. Rouhollah lance des attaques directes contre le pouvoir du Shah. Ses discours circulent partout. Il passe de mosquée en mosquée par les réseaux religieux clandestins. Téhéran s'embrase. Qom suit immédiatement. Des dizaines d'autres villes rejoignent le mouvement. Des milliers de personnes envahissent le bitume. La réponse du gouvernement est brutale. Sur les images, on voit des chars, des colonnes de soldats et des fusils chargés à balles réelles. Le bilan est lourd. Pendant plusieurs jours, les tirs ne s'arrêtent pas. Des centaines de manifestants tombent sous les balles. Certaines sources parlent de chiffres bien plus élevés. Mais les autorités gardent le silence sur le nombre exact de victimes. L'arrestation intervient juste après les premières émeutes. Rouhollah est jeté en cellule. Les interrogatoires s'enchaînent. Le Shah pense qu'isoler le meneur calmera la colère des rues. C'est une erreur stratégique majeure. À première vue, une simple arrestation. Mais en réalité, la création d'un mythe. L'enfermement transforme l'homme en symbole de résistance. Des Iraniens qui ignoraient son nom la veille voient désormais en lui un guide. Un chef capable de défier l'État et d'en payer le prix fort. La tension ne redescend pas. Plusieurs mois passent. Rouhollah sort de prison. Il ne recule pas d'un millimètre. Il devient même plus agressif. En 1964, le gouvernement franchit une ligne rouge. Le Shah accorde l'immunité juridique aux conseillers militaires américains et à leurs familles. La loi est claire. Aucun Américain ne peut être jugé par un tribunal iranien. Rouhollah dénonce une humiliation nationale. Il affirme que l'Iran a perdu son indépendance. Il ne parle plus seulement de religion, mais de dignité et de souveraineté. Son audience s'élargit. Le Shah comprend qu'une nouvelle arrestation ne suffira pas. L'homme est devenu trop dangereux à l'intérieur des frontières. La décision tombe en novembre 1964. C'est l'expulsion immédiate. Rouhollah est conduit à l'aéroport sans aucun préavis. On le force à monter dans un avion direction la Turquie. Peu après, il s'installe à Nadjaf, en Irak. Le pouvoir pense avoir réglé le problème par l'éloignement. Mais l'exil n'a pas produit le silence. L'histoire s'est simplement déplacée de l'autre côté de la frontière. L'année 1965. À Nadjaf, le silence des écoles religieuses remplace le bruit des manifestations de Téhéran. Khomeini dispose enfin de temps. Il possède la distance nécessaire. Personne ne vient interférer avec ses plans. Nadjaf est le centre névralgique du monde chiite. Les écoles y sont les plus respectées. Les étudiants affluent d'Iran, d'Irak et de tout l'Orient. Khomeini ne se contente plus de réagir aux provocations du Shah. Il construit un système complet. À l'image, des salles de classe austères, des tapis usés et des piles de livres anciens. Durant ces années d'exil, Khomeini développe sa théorie la plus radicale. Le concept du Velayat e-Faqih. L'idée est simple, un seul juriste religieux doit diriger l'intégralité du pays. Ce chef unique contrôle tout, le gouvernement, les tribunaux, l'armée. Chaque décision majeure passe par ses mains. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a aucune opposition réelle. Le peuple n'est pas là pour choisir, le peuple est là pour obéir. Pourquoi rejeter la démocratie ? Khomeini enseigne que les élections ne produisent que du chaos et de la faiblesse. Selon lui, la contestation mène directement à la corruption morale. Il affirme que la pitié envers les ennemis est une erreur tactique. La grâce permet aux adversaires de revenir plus forts. Son système ne prévoit aucun appel pour les condamnés, aucune excuse pour les exécutions. À première vue, un exilé sans pouvoir, mais en réalité, un idéologue qui arme ses partisans. La technologie devient son arme de guerre. Ses conférences sont enregistrées sur des cassettes audio. C'est un support bon marché et facile à cacher. Ses partisans dissimulent les bandes dans des valises, des colis ou sous des vêtements. Le bruit sec d'une cassette que l'on insère dans un lecteur. Les enregistrements franchissent la frontière iranienne clandestinement. On les écoute en secret, dans l'ombre des maisons,
à l'arrière des boutiques, dans le fond des mosquées. Le message se diffuse de manière virale. Les étudiants, les ouvriers et les familles religieuses écoutent. Tous détestent déjà le Shah. La situation s'accélère. La promesse de Khomeini est simple. Sa vision est totale. L'histoire s'est mise en marche dans l'obscurité. La foi serait rétablie. L'Iran redeviendrait indépendant. Mais un détail restait dans l'ombre. Le prix à payer. Rouhollah a été très clair sur ce point. On ne discute pas avec les ennemis. On les élimine. Rivaux politiques, intellectuels laïcs, mouvements de gauche et même religieux dissidents. Tous ont reçu la même étiquette. Ennemis de la religion. Pourquoi le pouvoir n'a-t-il pas réagi? Le Shah a fait une erreur fatale. Il a sous-estimé l'ampleur du mouvement pendant des années. À l'image, des magasins fermés et des files d'attente interminables. L'Iran s'enfonce. L'inflation explose, le chômage grimpe et la corruption devient insupportable. La police secrète, la SAVAK, frappe fort. Les arrestations se multiplient, les exécutions commencent. Mais ce n'était que le début. Chaque acte de répression a renforcé le discours de Rouhollah. Chaque manifestant abattu est devenu une preuve vivante que le système était corrompu. À la fin des années 70, les manifestations ont envahi tout le pays. Des millions de personnes occupent le pavé. Les forces du Shah ouvrent le feu. Les balles sifflent dans les avenues de Téhéran. Le cycle s'est emballé. La violence a nourri l'indignation. L'indignation a alimenté la rébellion. On entend le fracas des vitrines qui volent en éclats. La situation est devenue incontrôlable. En 1978, sous la pression directe du gouvernement iranien, les événements se sont accélérés. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. 1er février 1979, c'est la date où tout a basculé. Après 15 ans d'exil, son avion se pose enfin sur le tarmac de Téhéran. Pourquoi un tel accueil pour un seul homme? La réponse est simple. Le Shah avait fui 2 semaines plus tôt. Le trône était vide. Le pouvoir n'appartenait plus à personne. À l'image, une marée humaine. Des millions de personnes saturent les avenues, de l'aéroport jusqu'au centre de la capitale. C'est le plus grand rassemblement de l'histoire de l'Iran. Les gens grimpent sur les toits, ils s'entassent sur les capots des voitures, ils bloquent les autoroutes sur des kilomètres. Tout le monde veut voir son visage. Dans la foule, l'espoir est total. La population pense qu'il apporte la fin de la tyrannie. Ils attendent la justice après des décennies de répression brutale. Mais la réalité est brutale. Le pays s'effondre déjà. L'armée est fracturée en 2 clans. Les commissariats sont déserts, les portes grandes ouvertes. Les bureaux du gouvernement sont vides. Plus rien ne fonctionne. Dans ce chaos, il reste calme. Il dégage une autorité morale absolue. Il agit vite. Il déclare le gouvernement royal restant illégal. Il rejette chaque institution encore debout. En quelques jours, il nomme son propre gouvernement intérimaire. Il ignore les procédures. Il contourne les lois. À ce moment-là, le pouvoir change de main. Ce n'est pas une transition juridique, c'est une question de loyauté personnelle. Le système légal est la première cible. Les tribunaux existants ferment leurs portes. Les juges sont chassés ou ignorés. À leur place, des tribunaux révolutionnaires apparaissent immédiatement. L'ordre ancien a disparu en une nuit. L'histoire s'est arrêtée là. 1979. La justice n'existe plus. Elle est remplacée par des tribunaux révolutionnaires sans aucune règle. Comment fonctionnaient ces procès? Les portes restaient closes, le public était banni, les juges n'avaient aucun diplôme en droit, c'étaient des religieux ou des fidèles du nouveau régime. Une simple accusation suffisait pour condamner un homme à mort, les preuves ne comptaient pas. À l'image, des hommes armés patrouillent dans les rues de Téhéran, des milices révolutionnaires s'emparent des villes. Elles installent des barrages routiers à chaque intersection. Les fouilles de maisons deviennent systématiques, les cibles sont identifiées. Anciens officiers de l'armée, agents du renseignement, ministres et juges. Les soldats les traînent hors de leur lit en pleine nuit. Le silence est brisé par les cris des familles. Aucun mandat d'arrêt, aucune information n'est donnée aux proches. À première vue, un changement de régime. Mais en réalité, une purge de sang. Les exécutions commencent dès les premières semaines. Le rythme est industriel. Certains prisonniers sont jugés et abattus le jour même. Les accusés n'ont aucun avocat. Les aveux sont obtenus par la force. Le concept d'appel n'existe pas. En mars 1979, le bilan est lourd. Des centaines de personnes ont déjà été exécutées dans tout le pays. Sur les photos d'archives, on voit des pelotons d'exécution en ligne, des corps suspendus à des grues. Les restes sont jetés dans des fosses communes sans nom. Les familles reçoivent l'ordre de se taire.
Les funérailles publiques sont interdites. Mais ce n'était que le début. Ruola consolide sa position. L'ancien système est brisé, il faut maintenant éliminer la concurrence interne. Il se retourne contre ses anciens alliés. Les groupes de gauche, les nationalistes et les militants libéraux sont les prochains sur la liste. Ils ont aidé à renverser le Shah. Ils pensaient participer au futur gouvernement. L'erreur était fatale. La traque commence pour ceux qui ont servi la révolution, mais ne suivent pas la ligne religieuse. Les alliés d'hier deviennent les traîtres d'aujourd'hui. Personne n'est à l'abri. Ainsi s'est refermé le piège sur l'opposition.